agréable. Je dois dire qu'après une journée studieuse et très instructive sur le plan scientifique, je vais vous raconter des histoires pour nous changer les idées. On va voyager ensemble, on va rêver, on va voyager dans le temps et dans l'espace. Je dois dire que l'origine de cette conférence s'est produite au Cap, en Afrique du Sud. Et c'était devant une boîte de nuit assez huppée, ou branchée, comme on dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, que mon ami, le président de l'ALITAR, Dr Ahmed Latr, m'a demandé de faire un exposé sur la route de la soie. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité, puis c'est sur l'impulsion du président d'honneur de l'ALITAR, Mohamed Haj Ramadan, que j'ai accepté de faire cet exposé. Il faut dire que j'ai beaucoup réfléchi, et puis avec le temps, les idées se sont facilitées, les idées sont venues progressivement. La route de la soie, et d'ailleurs le titre de cet exposé a changé, a été modifié plusieurs fois. Au départ, c'était la route de la soie, puis j'ai cru bon de parler de la route de la soie et des maladies rhumatismales pour donner une certaine note médicale à cet exposé. La route de la soie, ou comme nous le verrons, il s'agit plus exactement des routes de la soie. C'est... Voilà, la route de la soie, comme je vous l'ai dit, il s'agit plus exactement des routes de la soie, puisqu'il y a une voie, comme vous le voyez, une voie terrestre qui est la vraie route de la soie et une voie maritime qui est impliquée également. Et puis, comme vous le voyez, il y a le vaisseau, la locomotive de cette route de la soie qui est le chameau ou le dromadaire, qui a joué un rôle très important, qui est le véritable moteur de cette route de la soie. Et il faut dire que quand l'homme a domestiqué le chameau, parce que le chameau, le dromadaire vivait à l'état sauvage, quand il a domestiqué il y a plusieurs milliers d'années, ça a été une date dans l'histoire de l'humanité. Nous allons voir d'abord vous savez que, comme toute chose, la route de la soie a une histoire. Et c'est une route qui a commencé à fonctionner déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis, comme toute histoire, elle a un début, elle a une fin, et son histoire s'est terminée au XVIe siècle, comme nous le verrons, quand Vasco de Gama, le navigateur portugais Vasco de Gama, a découvert le cap de Bonne-Espérance. Nous allons donc voir l'histoire de la route de la soie, puis il faut dire que cette route de la soie a un certain intérêt en médecine quand même. On sait que, par exemple, la maladie de Besset a été étiquetée ou dénommée maladie de la soie, puis actuellement il y a d'autres maladies qui sont en train de suivre ce chemin et cette route. Alors, comme je vous l'ai dit, le début de cet exposé s'est produit dans le cap de Bonne-Espérance. C'est là qu'a commencé le début de l'histoire de cet exposé. Et effectivement, c'est l'histoire de, comme je vous l'ai dit,
la fin de la route de la soie s'est produite dans le cap de Bonne-Espérance. Nous allons commencer par l'histoire de la soie, qui est intéressante à connaître. Vous savez que la soie a été découverte quand même il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 5000 ans en Chine, et que déjà, il y a 5000 ans en Chine, on pratiquait le tissage du fil de verre à soie. 1000 ans avant Jésus-Christ, on a découvert la culture du verre à soie. Et évidemment, la soie était utilisée en Chine d'abord par la famille impériale, puis par les princes et les princesses, puis pour utiliser un terme moderne, elle s'est démocratisée au bout d'un certain temps pour être utilisée par, disons, les dignitaires du régime. Puis elle servait donc à faire des habits. Et quand même, elle servait dans l'industrie, dans certaines industries, comme l'industrie des instruments de musique, l'industrie de la pêche à ligne. Et puis, elle servait en Chine comme monnaie d'échange, c'est-à-dire qu'on payait les fonctionnaires et les dignitaires de l'Empire chinois en leur donnant un morceau de soie. À côté de la Chine, il faut savoir, il y avait l'Empire Parthe, qui est en Perse, et que cet empire a connu la soie chinoise 100 ans avant Jésus-Christ. Et ce n'est qu'une cinquantaine d'années, 150 ans, une cinquantaine d'années après, que Rome a connu la soie. Il faut savoir que quand les Romains ont découvert la soie, ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une soie chinoise. Ils ne connaissaient pas l'origine de cette soie. Et d'ailleurs, les Parthes ne voulaient pas leur montrer l'origine parce qu'ils voulaient détenir le monopole de ce commerce. Donc, ils pensaient que c'était un produit perse. Et quand les Romains ont découvert que les Perses étaient des intermédiaires entre eux et la Chine, à ce moment-là, ils ont fait la guerre aux Parthes, à l'Empire Parthe. Et d'ailleurs, ils ont perdu beaucoup de batailles avec l'Empire Parthe. Il faut dire qu'avec le temps, ce secret s'est répandu. Il faut savoir qu'en Chine, la fabrication de la soie, la sériculture était, comme on dit actuellement, un secret d'État. Et était condamné à mort, passible de la peine de mort, toute personne qui essaie de divulguer ce secret. Mais malgré ça, les Perses sont arrivés à connaître les secrets de la sériculture, ainsi que Byzance, au 5e siècle. Il faut savoir qu'il y a eu une espèce, pendant l'histoire, il y a eu une espèce de dualité entre la soie et un autre produit textile qui est la laine. Déjà à Rome, les sénateurs ont voté des lois interdisant aux Romains de porter la soie. Parce que pour eux, c'est un produit qui coûtait cher, donc qui revenait cher à l'économie romaine. Et qu'il ne fallait pas détourner le port de la toque romaine en laine, et que c'était considéré comme un produit étranger. Cette dualité s'est reproduite dans le monde musulman, entre la laine et la soie dans le monde musulman, quand il y a eu le mouvement soufi. Vous savez que les soufis étymologiquement, ce sont des gens qui portent la laine. Au départ, c'était un mouvement d'ascétisme si vous voulez, c'était pour s'opposer aux classes dirigeantes qui bénéficiaient d'un certain luxe ostentatoire. Ces soufis portaient la laine.
Les soufis, en fait, c'est un courant mystique. C'est un courant mystique dans l'histoire de l'islam. Et d'ailleurs, ils ont été très persécutés pendant l'histoire musulmane. Voilà, donc ça c'est un métier de tissage. Je pense que ça doit être. C'est un musulman, hein, on le reconnaît à sa calotte blanche. Ça doit être en Chine, à Ouïghour, ou bien dans les anciennes républiques soviétiques musulmanes. Alors, pourquoi parler de la route de la soie en médecine? Tout simplement parce qu'au cours du congrès international sur la maladie de B7, qui a eu lieu à Londres en 1985, un Japonais qui s'appelle Ono a dit, en étudiant l'épidémiologie et la répartition géographique de la maladie de B7, a dit que la maladie de B7 est la maladie de la route de la soie. Tout simplement parce qu'il a constaté que la répartition géographique de cette maladie correspond à la route de la soie. Cependant, nous avons objectivé quelque chose, deux choses. D'abord, la route. D'abord, il y a des pays qui ne font pas partie de la route de la soie où la maladie de B7 est fréquente. Mais ce point, nous le verrons plus loin. Et puis, il n'y a pas une seule maladie, comme je vous l'ai dit, une seule route de la soie, et qu'il y a deux routes de la soie, la route maritime et la route terrestre. Et puis, même dans le congrès, la conférence internationale suivante sur la maladie de B7 qui a eu lieu à Paris en 1993, vous voyez que sur le bouquin du congrès, il y a le sigle de la route de la soie. Dans la conférence internationale sur la maladie de B7 qui a eu lieu à Tunis en 1996, nous avons invité une historienne, Madame Remadi Chapoutot, Mounira Remadi Chapoutot, qui est une spécialiste du Moyen-Âge. Et nous l'avons invitée pour faire une conférence sur l'histoire de la route de la soie. Dans cette conférence, elle a insisté sur deux points. Sur le fait que la route de la soie, il y a une voie terrestre et également une voie maritime qui est importante, que vous voyez ici, et qu'elle a montré que cette route de la soie est en rapport avec les autres routes commerciales, comme la route des esclaves, la route de la fourrure, la route de l'or, etc. Ce point nous semble assez important parce que, comme nous le verrons plus loin, la maladie de B7 est impliquée surtout dans la voie terrestre de la route de la soie, et ceci probablement parce que cette voie terrestre a permis des brassages ethniques importants, sinon plus importants que les brassages ethniques qui ont eu lieu par voie maritime. Quatrièmement, je vous annonce la couleur. Il y a à côté de la maladie de la route de la maladie de B7, il y a peut-être une autre maladie qui est incriminée dans cette voie terrestre, qui est la fièvre méditerranéenne, la maladie périodique. Et puis, je vous parle de la route de la soie parce que c'est une route qui fait encore rêver. Vous savez que elle a été déclarée comme patrimoine de l'humanité dans les années 80. Et récemment, il y a un jeune Tunisien qui a fait cette route de la soie à vélo. Il est parti de Constantinople pour arriver à Pékin. Donc il a mis 9 mois, le temps exact que mettent les chameaux qui partent de Pékin pour arriver à Alep ou à Damas. Mais il faut dire que les chameaux ont emprunté des chemins beaucoup plus courts parce que lui, il a emprunté surtout des routes goudronnées.
Il a été obligé de faire beaucoup de déviations pour arriver à Pékin. Nous allons faire encore de l'histoire quelques rappels historiques concernant cette route de la soie. Vous savez qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait quelques empires qui dominaient le monde. Il y avait d'abord l'empire chinois. Et dans cet empire chinois, évidemment, il y avait deux villes qui sont très importantes, Pékin et la ville de Xi'an, qu'on ne voit pas ici très bien, et qui est actuellement une ville où la communauté musulmane est très importante. À côté de l'empire chinois, il y avait un autre empire qui correspondait à ce qu'on appelle l'empire puissant ou l'empire des nomades, et qui correspond à une partie de l'Inde du Nord et à l'Afghanistan. Je crois que c'est ça, voilà, il est là, l'empire puissant. Le troisième empire, évidemment, il y avait le troisième empire qui était très important, qui est l'empire romain, qui était le centre du monde euro-méditerranéen et qui dominait la Méditerranée. Vous connaissez le fameux slogan Mare Nostrum. Et il faut dire qu'à côté de cet empire, il y avait un petit royaume, le royaume nabatéen, dont la capitale était Palmyre, et qui était célèbre par une reine qui l'a gouvernée, qui est la reine Zénobie. Et cette ville, Palmyre, elle était le point de rencontre de toutes les caravanes de la route de la soie, que ce soit aussi bien la voie terrestre que la voie maritime. Et c'est à partir de Palmyre que toutes les marchandises sont acheminées vers Rome. Le troisième empire qui était important, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'empire parthe qui est en Iran, voilà. Cet empire parthe correspond à l'Iran actuel et qui est également une partie de l'Afghanistan et des autres républiques, ex-républiques soviétiques, pour ne pas les nommer. Et cet empire parthe, comme je vous l'ai dit, jouait un rôle important d'intermédiaire, important entre la Chine, dans le commerce entre la Chine et Rome. Après cette période, évidemment, survint le déclin de Rome. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ. Après le déclin de Rome, comme vous le savez, c'est l'Empire byzantin qui est apparu, avec des villes comme Constantinople, Antioche, Alexandrie. Voilà donc la carte ça c'est l'Empire romain, vous voyez que il dominait toute la Méditerranée. Et vous voyez ici la Tunisie sur laquelle il y a marqué Ifriqiya. Vous savez que la Tunisie était désignée comme l'Ifriqiya consulaire. Et vous savez que le nom, c'est la Tunisie qui a donné le nom au continent africain. Et ce qui est malheureux, c'est que les députés de notre constituante ont refusé de reconnaître l'identité africaine de la Tunisie. Ça, c'est une première insulte à l'histoire qu'ils ont fait, à l'histoire de la Tunisie. Nam? Ça, c'est l'Empire byzantin. Comme vous le savez, la Tunisie a fait partie de l'Empire byzantin et c'était sous Justinien. Parce que Justinien a délogé les Vandales de la Tunisie et a essayé de donner cette unité à la Méditerranée pour remplacer l'Empire romain. Alors, le troisième empire, c'est l'empire sassanide, qui a existé entre le 3e et 7e siècle après Jésus-Christ.
Cet empire comportait, il était assez vaste, il comportait l'Iran, tous les autres pays, l'Afghanistan, une partie du Pakistan, les républiques soviétiques, ex-républiques soviétiques musulmanes, la Mésopotamie, donc l'Irak actuel, une partie de la Turquie, et il occupait également tout le golfe Persique. Donc, si vous voulez, cet empire sassanide avait pratiquement le monopole de la route de la soie, aussi bien terrestre que maritime. Cet empire a gêné beaucoup les autres puissances dans la mesure où il constituait un verrou dans la route de la soie, et surtout, il utilisait cette position stratégique pour taxer fortement les marchandises qui passaient par l'empire sassanide. L'empire sassanide, les Arabes connaissent l'empire sassanide, connaissent très bien l'empire sassanide. Parce que les Arabes, avant l'islam, comme vous le savez, vivaient à la périphérie de l'empire sassanide et de l'empire byzantin. Les Arabes, avant l'islam, participaient à la route, au commerce de la route de la soie. En effet, pourquoi? Parce qu'en Arabie, il y avait les Omanais, qui étaient la ville de Masqat. Les Omanais ont joué un rôle très important dans le commerce maritime, avec l'Inde surtout et la Chine. Et puis il y avait des villes comme Médine ou la Mecque, en fait c'était des villes commerciales où s'installaient, où transitaient les marchandises qui venaient de la mer Noire. Et puis il y avait aussi les marchandises arrivées par la mer Rouge pour être déposées dans soit la Mecque ou Médine, et pour être acheminées vers des villes comme Petra, Alexandrie ou Palmyre. Et probablement, ou certainement, que le prophète Mahomet pratiquait la route de la soie, le commerce de la route de la soie, parce que vous savez qu'il s'occupait du commerce de sa première épouse, Khadija, et qui faisait le commerce entre la Mecque, Médine et ce qu'on appelle les Arabes du Nord, c'est-à-dire Alep et Damas. Évidemment, après l'islam survient l'empire musulman. Donc, comme vous le savez, l'empire musulman s'est étendu très rapidement en occupant l'ancien empire sassanide, une grande partie de l'empire byzantin, notamment l'Égypte actuelle, l'Afrique du Nord et une grande partie de l'Espagne. Avec l'empire musulman, la Méditerranée est devenue une mer arabe. Et là aussi, c'est la deuxième insulte à l'histoire qu'ont pratiqué les députés de la Constituante, parce qu'ils ont refusé de reconnaître l'identité méditerranéenne de la Tunisie. C'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai pleuré quand j'ai entendu ça. Parce que non seulement la Méditerranée, c'est sans compter maintenant l'histoire de Carthage, qui a joué un rôle très important en Méditerranée, et un rôle prédominant en Méditerranée. Évidemment, l'empire musulman, d'abord, c'était les Omeyyades, avec comme capitale Damas, qui était très proche de l'empire byzantin. Et je vous rappelle que pendant la période omeyyade, la langue officielle, la langue de l'administration, c'était le grec. Après les Omeyyades, évidemment, viennent leurs cousins, les Abbassides, parce qu'ils sont tous de la même famille, hein, c'est des cousins. Donc viennent les Abbassides, et avec les Abbassides, il y a eu la fondation de Bagdad, la ville mythique, la ville qui était pratiquement le centre du monde, et qui était
le point de rencontre de toutes les voies terrestres et maritimes de la route de la soie. Donc, tout passait par Bagdad. Évidemment, il percevait des taxes, il ne se gênait pas, il percevait des taxes douanières et évidemment, Bagdad, c'est la ville des mille, là où ont été écrits les mille et une nuits. Et avec les mille et une nuits, évidemment, il y a l'histoire de Sinbad le marin. Celui qui voyageait, qui naviguait entre Bagdad pour aller vers l'Inde, vers des contrées mystérieuses, où il rencontrait des hommes mystérieux, des animaux mystérieux. Et c'était légendaire. Après l'empire musulman, évidemment, vint l'empire mongol au XIIIe siècle. Vous savez que Bagdad a été détruite vers 1230 ou 1236 par Hulagu. Et c'était le choc, le premier choc pour le musulman, parce qu'ils s'aperçoivent ils pensaient qu'ils dominaient le monde, ils s'aperçoivent que le monde leur échappe. Et là, les gens disent que le fleuve, je ne sais pas lequel, l'Euphrate ou le Tigre, était noir pendant des semaines et des semaines, parce que les Mongols ont jeté les manuscrits qui étaient dans les bibliothèques de Bagdad, et que le fleuve était noir à cause de l'encre de ces manuscrits. C'est de la légende. Donc, vous savez que c'est pour vous montrer l'extension de cet empire qui fut une extension fulgurante. Mais cet empire mongol a permis la sécurisation et l'unité politique de la route de la soie, c'est-à-dire que les commerçants pouvaient circuler librement dans tous ces pays et pratiquer le commerce qu'ils voulaient. Le point qui me paraît très important, c'est que c'est l'empire mongol qui a permis le brassage ethnique le plus important. En dehors du brassage ethnique qui était dû aux échanges introduits par les marchands, le brassage ethnique produit par les guerres doit être beaucoup plus important. Parce que les Mongols pratiquaient dans l'esclavage, le déplacement de population, beaucoup de choses. Bon, après l'Empire mongol, il y a eu les Safavides en Iran et l'Empire mongol au XVe siècle. Puis vint l'Empire ottoman, qui est une espèce de relais de l'Empire mongol. Et ça, c'était le XVe, XVIe siècle. L'Empire ottoman qui a essayé de dominer la Méditerranée, mais il s'est heurté à la résistance européenne, notamment espagnole, essentiellement. Nous allons parler maintenant de la route de la soie, essentiellement la voie maritime, qui est en fait la voie de Sinbad le marin. L'histoire de la voie maritime a commencé au IIe siècle et elle a été développée surtout sous l'Empire parthe et sous l'Empire sassanide. Et comme je vous l'ai dit, elle a atteint son apogée avec l'Empire abbasside, avec la création de Bagdad. Alors, la voie maritime, elle était empruntée par les Arabes avant l'islam. Elle était également empruntée par les Perses avant et après l'islam. Mais également, elle était empruntée par les Chinois, c'est-à-dire qu'il y avait les Arabes partaient de Masqat, de Basra, de Masqat, pour aller en Inde, pour aller jusqu'en Chine. Et l'inverse était possible. Il y avait des gens chinois qui faisaient l'inverse, qui partaient de Canton pour arriver à Bagdad et à Masqat.
Alors, le trajet, donc, c'était, comme je vous l'ai dit, donc, Basra, Masqat en Oman, puis il traversait, il faisait beaucoup d'escales dans certaines îles, notamment les îles Maldives, Ceylan, et puis il traversait le fameux détroit de Malacca pour arriver jusqu'à Canton. La durée de ce voyage était de 1 an. Et les Arabes utilisaient, de même que les Chinois, utilisaient surtout les vents de la mousson, ce qu'ils appelaient c'est-à-dire le voyage de l'hiver et le voyage de l'été. Ça durait 6 mois. Ils utilisaient la direction des vents, le vent de la mousson à l'aller, et ils attendaient le renversement des vents de la mousson pour le retour. Cette situation a duré jusqu'au XVIe siècle, comme je vous l'ai dit, quand il y a eu la découverte du cap de Bonne-Espérance, enfin la découverte entre guillemets parce qu'il n'a rien découvert, il a trouvé le cap de Bonne-Espérance par c'est Vasco de Gama, donc il a trouvé le cap de Bonne-Espérance, ce qui lui a permis d'aller vers les îles Zanzibar, au large de Mozambique, et là il a été aidé par les marins arabes en fait, qui lui ont fait découvrir dans un premier temps les Indes, et puis qui lui ont montré le chemin de la Chine. C'est le début de la fin de l'Empire musulman. La voie terrestre maintenant. La voie terrestre, le départ c'est Pékin, et puis il y a, comme je vous l'ai dit, la ville de Xi'an. Alors après, les caravanes traversent des chaînes de montagnes très sévères, on appelle les montagnes célestes, les chaînes Tien Shan, pour arriver à une ville qui est une étape très importante, Kashgar. Et puis ils vont vers l'Asie centrale pour s'arrêter dans des villes comme Tashkent, Samarkand, Bukhara. Puis ils vont vers le plateau iranien avec les chaînes Zagros, Merv, Mashhad, les villes de Rey, Téhéran, avec une voie annexe qui va à Ispahan et Shiraz. Puis, ils vont vers la Mésopotamie qui était Parthe pendant un certain temps, Sassanide pendant un certain temps, puis Abbasside sous l'Empire musulman. Et ils se dirigeaient, une partie se dirigeait vers Damas, Alep, Palmyre, Alexandrie, et l'autre va vers Konya, Bursa, Alexandrie et Constantinople. Il faut dire que les terminus de cette voie terrestre sont Constantinople, Damas, Alep, Palmyre et Alexandrie. Puis, il y a ce qu'on appelle le relais méditerranéen. Le relais méditerranéen a été pratiqué évidemment par les Romains quand la Méditerranée était une mer romaine, par les Byzantins quand la mer Méditerranéenne était byzantine, par les Arabes quand la mer Méditerranéenne était arabe. Et puis il y avait les Italiens qui s'insinuaient comme ça entre les Byzantins et les Arabes, et qui étaient très intelligents parce qu'ils ont conclu des accords commerciaux avec l'Empire musulman, ce qui leur permettait de faire du commerce entre l'Empire musulman et l'Europe. Donc ils ont joué ce rôle d'intermédiaire entre ces deux empires. Et puis ils ont joué un rôle très important dans le transport de pèlerins, parce que c'est eux qui se chargeaient du transport de pèlerins vers les lieux saints, les pèlerins chrétiens vers les lieux saints. Puis évidemment, il y a la mer Méditerranéenne en partie devint une mer ottomane. Quel est l'intérêt de la route de la soie? Pourquoi je vous parle de la route de la soie? Parce que c'était quelque chose de très important sur le plan économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, l'Inde et la Perse étaient pratiquement les 3 premières puissances économiques mondiales jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Que cette route permettait la libre circulation des marchandises, entre guillemets, en fait, ils étaient obligés de payer des droits de douane quand même. Donc, mais les marchandises circulaient, et surtout les hommes circulaient librement.
Et de ce fait, il y a une circulation des idées, des philosophies, qui était très importante. Je vous donne l'exemple de Mani, que vous connaissez, celui qui a fondé ce qu'on appelle le manichéisme. Mani, c'était un homme qui a essayé de faire la synthèse entre trois religions, entre l'islam, le christianisme et le bouddhisme. Évidemment, ça lui a coûté cher parce qu'il a été décapité au IIIe siècle par le roi Sassanide, mais il a eu des adeptes pendant très longtemps. Et l'écrivain Ibn al-Muqaffa, que vous connaissez, celui qui a traduit Khalil al-Wadin du perse à l'arabe, et qui était en fait un monument littéraire indien, cette œuvre a été traduite de l'hindou au perse, et Ibn al-Muqaffa l'a traduite du perse à l'arabe. Ibn al-Muqaffa, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez qu'est-ce que c'est que le Muqaffa. Le Muqaffa, c'est quelqu'un à qui on a coupé les phalanges. Lui, son père était Muqaffa parce qu'on lui a coupé les phalanges. Son père c'était un Perse, il était secrétaire chez les Omeyyades et on l'a accusé de corruption, on lui a coupé les phalanges. Le pauvre Ibn al-Muqaffa, lui, était un Perse, donc il était zoroastrien, et il a embrassé l'islam à l'âge de 20 ans. Et il était secrétaire dans l'Empire ottoman. Et les chroniqueurs disent que il n'était pas du goût du calife abbasside, qui était Mansour à ce moment-là, et pour des raisons politiques, purement politiques, El Mansour l'a accusé de manichéisme, d'être un manichéen. Et ça, c'est quand on accuse quelqu'un de manichéisme à cette époque, il doit le payer très cher. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a été condamné à mort. Mais comment on a exécuté cette condamnation à mort? On lui a coupé les morceaux, les mains, les extrémités, les mains, les pieds, progressivement, et on jeté au four les pièces qu'on amputait. C'est comme ça qu'on a récompensé l'homme qui a été à l'origine de la prose littéraire, en littérature arabe. C'est le premier qui s'est exprimé en prose. Et je vous ai dit, c'est quelqu'un,